C'est ça. Et donc, il y a un deuxième là. Il y en a un deuxième qui arrive. Le deuxième, c'est le terrain. Voilà. Alors, le terrain, le principe du terrain, ça veut dire, donc, si je reprends la citation, « Connais le ciel et connais le terrain, et ta victoire sera complète. » Ok. Donc là, il y a les caractères du ciel et de la terre. Mais ces caractères-là, en Chine ancienne, ils font référence en réalité à beaucoup plus que le ciel et la terre comme entité, on va dire, géologique. Ça fait référence à le ciel, aux conditions atmosphériques, on pourrait dire aux saisons, au climat, à la réalité des circonstances changeantes que l'homme ne contrôle pas, au final, se tiennent. Et puis le dit, la terre, c'est donc les conditions du sol, mais aussi le contexte, la topographie, mais aussi la structure du système qui se trouve là. Donc en somme, si on prend ces deux aspects dans un cadre, dans un framework plus psychologique, ça pourrait être la réalité de notre environnement, tout simplement, ou du système autour de nous, y compris notre terrain interne, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Or, dans un environnement avec des tensions chroniques, de l'imprévisibilité, de la violence, souvent, ce que les hyperempathes ont appris, déjà petits, c'est à s'adapter, c'est à supporter, serrer les dents, ou se dissocier, partir dans un monde imaginaire, mais aussi à comprendre l'autre, voire à surcomprendre l'autre, à absorber aussi les tensions, les chocs, les émotions non régulées et tout ça, et aussi à minimiser leurs propres besoins. Pourquoi? Parce que l'attention est tellement mise sur l'extérieur, sur la détection des dangers potentiels, et ça c'est inconscient de nouveau, c'est notre système nerveux, la neuroception, plutôt que sur comment je m'occupe de moi aujourd'hui, est-ce que je vais bien? Quels sont mes besoins? Voilà. Donc, quand quelque chose devient toxique, un environnement de travail, une relation, etc., la plupart du temps, le réflexe, au lieu de se dire « voilà ce qui se passe », de façon, on va dire, plus ou moins factuelle et objective, le réflexe, on va dire, qui est ancré depuis l'enfance, c'est souvent de se dire « le problème, ça doit être moi. C'est moi ». Et c'est ça que j'entends énormément chez dans ma clientèle en fait. Ça me renvoie aussi à un ouvrage que j'aime beaucoup de Gabor Maté, qui est un de mes grands mentors, un spécialiste des addictions et du trauma, un médecin, un psychiatre canadien. Il dit, il a écrit le livre qui s'appelle en français Le mythe de la normalité. Le traumatisme, la maladie et la guérison dans une culture toxique. Donc c'est passionnant parce qu'il parle de comment nous vivons dans des environnements devenus profondément déconnectés des besoins humains fondamentaux dans tous les systèmes un peu de la société aujourd'hui, et comment ces environnements du coup nous obligent à sacrifier notre authenticité, nous couper de nos besoins et nous suradapter pour performer, payer nos factures, etc., ou pour prendre soin des autres et préserver justement l'attachement, l'amour et la sécurité, ou en tout cas la perception qu'on a en fait d'être en sécurité, qui est parfois plus une croyance. Donc la guérison pour lui ça consiste pas à devenir normal dans une culture dysfonctionnelle, mais plutôt à retrouver la capacité de sentir ses propres signaux internes. Donc on en revient au travail somatique, Stephen Porges, théorie polyvagale, les approches somatiques du trauma et tout ça. Se reconnecter au corps, aux émotions, à nos besoins, ce que nous aide aussi à faire la CNV. Sortir de la suradaptation chronique, et ça on le fait en faisant vraiment de la régulation aussi, la neurorégulation. Et développer aussi, ça c'est un muscle, de redévelopper en fait l'authenticité plutôt que la conformité. Donc comment je fais entendre ma voix de manière à ce que je ne me trahisse pas, voilà.
et reconnaître les environnements, justement les terrains relationnels toxiques pour ce qu'ils sont justement, sans essayer de se convaincre que non, que c'est moi, que peut-être, voilà. Et pour pouvoir créer des relations plus sûres, plus cohérentes, plus régulatrices aussi, et puis apprendre justement à poser des limites sans se sentir coupable. Alors ça, c'est vraiment le gros travail, je dirais, le chemin de guérison des personnes hautement empathes, et aussi comprendre que nos symptômes sont avant tout des adaptations de survie et pas des faiblesses et pas des failles personnelles. Ce sont des adaptations. Voilà, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on peut, comme on dit, jusqu'à ce qu'on puisse avoir les outils pour faire autrement. Ouais. Ouais, non, j'allais juste rebondir sur. J'aime bien cette idée aussi de terrain, de topographie, de structure du système qui nous entoure et qui nous permet aussi qui fait qu'on est nous en fait, qui fait qu'on agit de telle manière, qui nous définit aussi. L'extérieur nous définit et ça nous permet aussi d'inverser la balance, de dire que le problème c'est pas forcément moi. Mais il y a un système qui me définit comme ça et je peux aussi être au service de ce système tout en me redéfinissant clairement moi et en détectant le toxique dans le système même si j'ai grandi dedans, tu vois, qui me paraît très normal en fait. Oui, qui nous paraît normal, mais qui est franchement pas la norme, hein. D'où justement l'ouvrage, hein. L'idée que oui, c'est vrai que c'est une réalité qu'on vit dans de nombreux systèmes, y compris la famille, hein, où il y a des dysfonctionnements, même de nombreux dysfonctionnements, et que oui, le fait de pouvoir nommer nous permet ensuite de pouvoir mieux comprendre, mais qu'est-ce que je fais moi face à ça, hein, plutôt que de considérer que c'est moi le problème. En fait, donc c'est juste de changer le focus au final, hein, changer l'angle en fait sur la situation souffrante, parce qu'il y a des personnes qui passent des années à essayer de se réparer, alors qu'elles vivent et qu'elles restent dans un terrain relationnel insécure, peut-être dans des relations asymétriques avec des personnages manipulateurs, manipulatrices, etc. Et ça les maintient dans un état d'hypervigilance, hein, qui a un coût, comme on le voit bien dans le type de travail que je fais avec le système nerveux. Typiquement, on voit bien que tôt ou tard, il y a quelque chose qui nous rattrape, hein. Il y a ces paliers, hein, dont je parle souvent, et que voilà, quand on atteint un certain palier, eh bien le système se manifeste. Donc, avant de nous demander si on est inadéquat, ce serait de regarder réellement sur quel terrain on est, hein, quelle est la réalité. Et on peut peut-être donner un exemple concret aussi ici. Imaginons qu'on a un nouveau poste de travail, que tout semble clair au départ, et puis ensuite les attentes du management commencent à changer, varier un peu chaque jour, puis après ça devient la norme, chaque jour c'est différent. Je pense que ça nous parle plus ou moins à tous. Après, les horaires deviennent flous. Après, c'est les demandes des collègues. Après, on nous demande des choses pas prévues, qui sont pas dans le cahier des charges. Puis alors, quand on essaie de clarifier notre cahier des charges pour pas être submergé, là, tout à coup, on devient un peu le rigide ou le difficile ou celui qui est pas assez souple, etc. Hein? Et dans un terrain, on va dire sain, si on peut dire, le système nerveux est censé pouvoir être quand même dans un état de plus ou moins de repos, voilà, d'être fonctionnel, d'être activé mais régulé, hein. Donc un terrain sain, ce serait par exemple d'avoir des règles relativement stables, parce qu'évidemment que les choses bougent, mais pas tous les jours non plus. Avoir une possibilité de clarifier les choses, voilà, avoir une possibilité de négocier ou de renégocier, avoir des limites qui sont respectées, des désaccords tolérés, ça c'est aussi très important, et puis des attentes explicites qui ont été énoncées. Hein, et pas des choses
cachés et qui nous retombent dessus après coup. Ah, mais tu savais pas ça, voilà. Dans un terrain insécure, à l'inverse, l'hypervigilance est activée de manière chronique et donc le système consomme beaucoup d'énergie parce qu'il fonctionne en mode défensif en fait. Il scanne les potentielles menaces. Par exemple, à travers les règles implicites, justement, ces choses non dites puis qui nous retombent dessus après coup. La culpabilisation, quand on n'est pas d'accord ou qu'on met une limite. Les changements constants, le flou, qu'on appelle souvent le flou artistique, les doubles messages, tout ce qui est les inconsistances et les incongruences entre les actes, les paroles, ce qui est écrit, ce qui est fait, etc. Les asymétries dans la hiérarchie, et puis du coup comment ces asymétries sont employées justement pour dominer plus que pour coopérer, etc. Et puis les punitions en fait émotionnelles quand on met une limite qui nous semble parfaitement légitime, par exemple. Et donc il y a beaucoup de personnes très empathes qui ont par exemple très peur du conflit, très peur de poser ses limites, mais souvent ce qu'elles craignent réellement, c'est en fait une forme, dans beaucoup de cas, d'imprévisibilité émotionnelle qui va suivre une fois qu'elles auront osé se positionner. Parce que ça sort complètement de leur zone de connu. Donc il y a vraiment cette idée de répéter ce qui est connu, même quand c'est à notre détriment, parce que c'est ce que le système sait faire et ça correspond à nos autoroutes neuronales, on pourrait dire, ou voilà, par défaut, c'est comme action réaction en mode un peu automatique, au lieu de pouvoir voir qu'il y a d'autres routes, d'autres chemins qu'on peut aussi emprunter. Mais en fait, ils sont pas forcément accessibles tant qu'on peut pas remettre de l'espace dans le système, tant au niveau neurologique qu'au niveau du système nerveux central. Et tout ça, c'est un système. Ça me rappelle aussi, ça m'évoque Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti qui a écrit Se libérer du connu. Alors, je peux vraiment recommander cet ouvrage qui est vraiment très très fort et très très impactant pour la compréhension de comment on répète les schémas du connu par défaut, tandis que d'autres voies seraient possibles. Et lui, il décortique comment on fait tout ça et cette mise en conscience est déjà en soi passablement libératrice aussi. On pourrait donner un deuxième exemple concret peut-être. Ou je sais pas si tu avais quelque chose à tu voulais rebondir. Non, ça peut tu peux nous donner un deuxième exemple concret puis après on pourra avancer sur le troisième et le dernier principe et j'aime bien cette idée du terrain, c'est qu'aussi c'est encore bien connaître son terrain intérieur et extérieur permet de naviguer au mieux dans ce chaos et d'apprendre justement à économiser nos énergies, à avancer au mieux. Effectivement, ça peut être ce terrain qui est le professionnel, comme tu disais dans l'exemple du poste de travail, et qui évolue aussi. Le terrain évolue, il n'est pas toujours fixe, et c'est aussi cette manière de bien s'y adapter qui nous permet de gagner la guerre et de ne pas avoir de conflit en permanence, quoi. Ouais, absolument. Oui, l'autre exemple que je voulais donner est justement le repas de famille. Je pense que ça va parler à pas mal de monde, d'être un repas de famille et puis de se retrouver en train de surveiller les humeurs de tout le monde, les changements de ton, d'expression, les micro-expressions, tout ça, et anticiper qui va se vexer, qui va exploser en premier. Mais sans rire, en général, c'est pas très agréable. Ou ce qu'il faut éviter de dire, ou quand intervenir pour harmoniser, pour fluidifier la conversation, etc. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? On repart complètement épuisé, en fait, de ce type d'échange. Et malgré tout, ce que font beaucoup de personnes très sensibles, c'est qu'elles se reprochent encore à elles-mêmes de pas en avoir fait assez dans ces circonstances. Et que c'est à cause de leur sensibilité, leur grande sensibilité, etc. Alors que le point crucial ici, par rapport au terrain,
ce que nous enseigne Sun Tzu, c'est d'arrêter de douter de son propre fondement. Voilà. Parce que quand on a été conditionné à invalider ses propres perceptions, minimiser ses inconforts, rationaliser les incohérences, hein, quand les règles changent, quand les limites sont violées ou pas respectées, quand les contrats sont flous, quand les attentes deviennent absurdes, etc., ou irrationnelles, et qu'il y a encore peut-être que c'est moi, là, et à un moment donné, il faut dire stop, absolument. Et pourtant, c'est des personnes qui, souvent en thérapie, comprennent très bien en fait, que le problème vient du système qui est instable. Mais il y a comme une voix en eux qui est vraiment dans ce conflit intérieur, en fait, hein, qui est comme encore plus profonde, parce qu'elle est très jeune, en fait. C'est une voix qui est venue très très tôt dans leur vécu, dans leur développement. Et ces doutes-là consomment une énergie vraiment énorme. Donc on pourrait se demander, pour discerner sur quel terrain on pourrait peut-être se demander, ok, est-ce que les règles changent constamment? Est-ce que je peux clarifier sans être puni? Est-ce que je me sens obligée de suranalyser? Tout suranalyser? Est-ce que je dois constamment deviner ce qui va se passer? Est-ce que je repars tout le temps épuisée? Est-ce que mes limites créent immédiatement une culpabilisation chez moi? Est-ce que je peux dire ce que je pense ou est-ce que je dois me censurer à chaque fois? Ça, c'est des questions qui nous donnent beaucoup de réponses sur à quel terrain, en fait, on a à faire pour sortir de cette suradaptation et pas rester aussi longtemps dans des terrains relationnels qui nous obligent en fait à survivre plutôt qu'à pouvoir y respirer, en fait. Super. On prend le dernier principe, le troisième que tu voulais nous partager. Le troisième, ça rejoint l'Antiquité grecque aussi, mais la version chinoise du connais-toi toi-même. Hein? Donc en chinois, on a connais l'autre et connais-toi toi-même et tu traverseras sans bataille, sans péril. Bon, ça c'est un peu ma traduction, mais l'idée c'est que les hyperempathes développent souvent une capacité très fine à lire l'extérieur, à scanner la pièce où ils se trouvent, scanner les personnes, les émotions, les réactions, les tensions, comprendre les besoins implicites avant qu'on nous explique les choses, détecter les changements d'énergie, les choses comme ça. Et en parallèle à ça, ils peuvent être profondément aussi déconnectés de leurs propres limites, de leurs besoins, de leur fatigue, de leur colère, de leur tristesse. Il y a souvent de la tristesse cachée sous la colère, etc. Et de leurs propres signaux corporels. Tout à coup, je réalise que j'ai mal au dos. Donc, autrement dit, ils connaissent vraiment très bien les autres et le fonctionnement des autres, aussitôt qu'ils se sont mis à les scanner, mais ils connaissent parfois trop mal leurs propres frontières et en fait leur réelle zone de tolérance. Jusqu'où ça va, en fait, la zone de tolérance? Et où est-ce que commence la zone de suradaptation, en fait? Donc, le problème n'est évidemment pas l'empathie. On a parlé dans une des vidéos de l'empathie décodée, la différence entre la détresse empathique et l'empathie régulée. Mais c'est justement de pouvoir faire la différence entre les deux. Et puis, le fait de comprendre qu'on a besoin d'une empathie en restant centré sur nous, avec un centre interne assez solide. Et en termes de système nerveux, ça c'est fondamental pour pouvoir retrouver une sécurité intérieure. Donc j'essaye d'avancer un peu plus vite. Oui, le déséquilibre typique, c'est quand on est dans ces hautes sympathies, c'est de tellement pouvoir anticiper comment l'autre va réagir, ce qu'il va faire, considérer son vécu, de quoi il a besoin et tout ça. Mais quand on nous demande mais de toi, de quoi tu as besoin, là c'est le flou, quoi. Parce que bien sûr que toute l'énergie psychique était portée sur l'extérieur. Donc si on prend un autre exemple concret, imaginons que quelqu'un dans la pièce où on est contrarié, qu'on sent les tensions à plusieurs mètres déjà,
Et puis que du coup, sans même avoir besoin de réfléchir, on adapte son comportement parce qu'on sent très bien on marche sur des œufs. Et après quelques heures, en fait, on commence à être fatigué, tendu, saturé peut-être. Et en fait, on comprend d'où ça peut venir, dans le meilleur des cas, mais on ne sait pas comment faire pour autant pour changer sortir du pilote automatique. C'est souvent ça aussi le souci. On est dans cette suradaptation avec aussi le risque en fait de contagion émotionnelle en plus, d'absorber l'irritation, la colère, la frustration de l'autre. On appelle ça le contre-transfert limbique en brain spotting, en neurosciences, c'est cette idée que nos cerveaux limbiques émotionnels ont une porosité en fait, et qu'ils ils se communiquent des informations entre eux. Donc, si on se recentre, on observe en général que si on regarde rétroactivement, on avait déjà senti et bien senti, parce que le corps sait souvent mieux. Il sait avant le mental, la tour de contrôle, et lui, il ne ment pas. Ça, c'est ce phénomène de neuroception dont parle Stephen Porges. Notre tête perçoit, mais notre système nerveux détecte par le phénomène de la neuroception. Donc, c'est un niveau inconscient. C'est 1000 fois plus rapide, des millions de fois plus rapide que le traitement de l'information ici, dans le néocortex préfrontal, qui est beaucoup, beaucoup plus long pour trier les infos, rationaliser, hiérarchiser, etc. Et donc, en attendant, le système nerveux détecte souvent la surcharge, l'insécurité, l'incohérence, les micro-violations des limites, etc. avant, en fait, que le mental les voit, les comprenne et les identifie. Voilà. Et souvent, le problème, c'est quand les personnes très empathes rationalisent ces signaux et les taisent. Voilà. Les diminuent. Et là, on peut peut-être dire que comprendre quelqu'un ne nous oblige pas à nous abandonner. Il y a des croyances peut-être à revisiter. Ressentir quelqu'un ne veut pas dire devoir le porter. Comprendre quelqu'un ne signifie pas devoir rester. Avoir de l'empathie ne signifie pas tolérer l'absence de frontières, par exemple. Là où il y a vraiment ces amalgames entre l'empathie, la responsabilité, la loyauté, le sacrifice, etc. Voilà. Et donc, quelles sont les questions qu'on peut se poser peut-être pour nous aider? C'est, est-ce que je sais ce que je ressens réellement? Est-ce que je détecte mes limites avant d'être saturée? Est-ce que je me donne le droit de croire mes signaux internes dans mon corps? Est-ce que je détecte si bien les autres au point de trahir ou d'étouffer les messages de mon corps, justement pour faire passer la relation avant le reste? Et on pourrait avoir des petites phrases un peu clés pour donner à nos auditeurs. Par exemple, imaginez ces micro-frontières, ce langage des frontières. Par exemple, je comprends ce que tu ressens, mais je ne peux pas porter ça pour toi. Ça arrive même dans une belle amitié, ça peut arriver. Même si je comprends tes raisons, cette situation ne me convient plus. Ou je vois ta souffrance, mais je ne peux pas continuer de cette manière, par exemple. Voilà. Donc, il y a on pourrait dire dans les états de stress post-traumatique, quand le système a déjà trop vécu en suralerte, en surmobilisation, en incapacité de revenir au repos, quand il y a déjà souvent des manifestations d'état de stress post-traumatique, comme on les appelle aussi, ces surcharges de stress physiologique qui saturent. On pourrait dire que les forces de défense restent activées en permanence, un peu comme une armée en fait, qui est constamment en état d'alerte et où une frontière est constamment mobilisée en cas d'attaque. Voilà. Donc,
pour résumer en fait ces 3 enseignements pour aujourd'hui, ces 3 principes du Sun Tzu, ce serait le premier, apprendre à ne pas attendre de se faire assiéger à l'intérieur de ses propres frontières. Voilà. Que les frontières, reconnaître que les frontières ne servent pas à rejeter les autres, hein, mais à éviter l'accumulation silencieuse de surcharge, hein, de ressentiment, etc. La deuxième, c'est apprendre à discerner le terrain dans lequel nous évoluons, hein, parce que parfois, le problème n'est pas qu'on est trop sensible ou qu'on détecte tout avec une grande lucidité, c'est que certains environnements deviennent émotionnellement flous ou instables ou chroniquement insécures, sans en prendre la responsabilité, malheureusement en général, et qu'y rester trop longtemps, eh bien, ça a vraiment un coût. Voilà, où on ne peut pas survivre. On ne peut pas vivre, en fait, on est en survie, mais on n'est pas en train de vivre et de respirer. Voilà. Et le troisième principe, donc apprendre à se connaître soi-même. Donc ne pas être juste l'expert pour lire ce qui se passe à l'extérieur de soi. Essayer de mettre ça comme un peu entre parenthèses, en pause, et revenir vers soi. S'autoriser à faire ce chemin de retour pour pouvoir revenir vers ses propres besoins. Voilà, et ce qui nous convient vraiment. Et tout cela pour bien sûr se construire une vie dans laquelle notre système nerveux n'a pas besoin d'être en état d'alerte permanent, hein, pour pouvoir avoir une sensation d'être en contrôle ou de garantir une forme de sécurité, parce que c'en est pas. On voit bien qu'à long terme, quand on travaille avec les traumas, etc., que bien au contraire, toute cumulation the body keeps the score, justement, hein, le corps, comment c'est le titre en français de Bessel van den Kolk, the body keeps the score. C'est l'idée que le corps garde toutes les mémoires, hein, de ces surcharges adaptatives. Et donc, pour terminer, on peut dire que tant qu'on ne sait pas poser des frontières de manière consciente, c'est le corps qui essaie de le faire à notre place, hein, avec les moyens qu'il connaît. Donc, ça peut être l'hypervigilance, ça peut être les tensions, ça peut être les évitements, ça peut être des symptômes, des douleurs, et puis des problèmes chroniques, auto-immunes, etc., etc. Voilà. Mais on voit qu'on a d'autres moyens pour pouvoir sortir de ça également. Bah justement, et tu vas nous en parler après pour terminer et ouvrir la fin de cet épisode qui est vraiment passionnant. Merci beaucoup encore pour tous tes partages riches et nourrissants. Mais c'est tellement juste avec le démarrage en gros un peu de cet art de la guerre, comme tu nous l'expliquais avec ces multiples royaumes qui étaient en train d'être ces royaumes combattants un peu tous dispersés. Ça me fait penser tout à fait à l'état des lieux de il y a la famille, il y a le boulot, il y a le travail, mais en même temps je suis à la maison quand je travaille, il y a les relations, il y a les amis, il y a la communauté, peut-être le voisin. Tout ça, c'est plein de royaumes qui se mélangent, et comme on prend pas le temps de poser des frontières, qui fait quoi, qui a le droit de faire ci et ça, et vraiment on prend ce temps, mais c'est un temps qui est long, hein, en vrai, de vraiment cheminer sur d'où je viens, les loyautés familiales et où j'en suis et tout. Donc le travail avec des personnes comme toi est vraiment fondamental, je pense, pour ensuite, on définit bien les frontières, chacun retourne à sa place. Des moments, il y a un peu plus de confrontation parce qu'il y a des frontières et des personnes qui ont bien envahi, et puis il y a la mère, le père, il y a des choses comme ça à gérer, peut-être le compagnon, la compagne. Mais on avance au fur et à mesure, et là on clarifie, et enfin, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus clair, et là on n'est plus en état d'alerte permanent, parce qu'effectivement comme ces frontières ne sont pas définies, qui fait quoi, on sait pas, ça bouge, c'est imprévisible, puis il y a la vie, puis il y a la canicule, et voilà en fait. Donc c'est un vrai travail à entreprendre, et de continuer à l'entreprendre régulièrement, parce qu'il y a des remises en question avec comment le monde évolue, et s'il y a un enfant qui arrive dans le couple, et voilà, il y a un parent qui peut-être est malade, et tout ça, c'est tellement mouvant que ça nous demande beaucoup de nous connaître, d'avancer, de connaître le terrain, et de savoir aussi évacuer pour pas avoir de dettes, parce que elles vont faire que s'accumuler aussi, parce que les situations changent et continuent d'être là. Donc c'est un vrai beau travail à faire, mais une fois qu'il est là,
de mon expérience personnelle, et tu peux aussi témoigner de la tienne, il y a de l'apaisement qui se fait beaucoup plus dans les journées, dans la vie. Il y a des portes qui se sont fermées, d'autres qui se sont ouvertes, et il y a une reconnaissance de soi et de sa capacité à dire non, à poser des limites, à mettre des frontières, et que l'autre nous remercie pour ça aussi. Il y a des beaux exemples concrets, donc je trouve que c'est très riche. Et comment toi tu peux nous aider justement aussi avec ça et avec le brain spotting ou tes outils à toi? Mm-hmm. Déjà, ce que tu dis par rapport à les portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent, c'est tellement vrai, et je crois que vraiment on peut tester ça à des micro-niveaux, comme des micro-pratiques quotidiennes, complètement. Moi, je l'ai vécu encore, par exemple, beaucoup ce printemps où j'ai arrêté des collaborations qui étaient un peu submergentes, où je me retrouvais avec des charges un peu disproportionnées de choses à faire par rapport à l'engagement initial, etc., où je me rendais compte que c'était pas écologique pour moi. Il y avait des choses qui étaient pas très justes pour moi. Le fait de juste de couper certaines collaborations, on a souvent très peur du vide. C'est comme quand on arrive à la fin d'une relation, une rupture difficile, on se dit on retrouvera jamais quelqu'un comme ça. Mais en réalité, donc il y a toujours cette peur de la perte. C'est quelque chose de vraiment très, je pense, universel, qu'on vit un peu tous, du vide après le départ, la perte, la séparation, de quoi que ce soit dans notre vie en fait. Mais on se rend compte que des portes se ferment et que très rapidement derrière, il y a d'autres choses qui sont amenées et qui sont beaucoup plus, je pense, vraiment alignées pour autant qu'on garde une conscience sur qu'est-ce qu'on choisit pour nous, pour pas répéter les vieux systèmes, les vieilles loops, les engrenages. Donc c'est sûr que ça demande une vigilance, mais dans le sens de la clarté, pas une hypervigilance, une vigilance, on va dire, d'esprit, de clarté, d'intégrité, pour repérer en fait, de connaître aussi. Quand Sun Tzu dit connais-toi toi-même, c'est aussi l'idée de comprendre où sont ses propres faiblesses à nous, parce qu'on sait que ça peut nous faire replonger. On le voit bien, typiquement avec les phénomènes addictifs, par exemple. Donc, si on sait par contre que on est à risque, eh bien, on va pouvoir mettre en place un dispositif qui nous permet de passer, d'être beaucoup plus fort, et puis d'être dans une construction qui est beaucoup plus durable pour nous, en fait, beaucoup plus saine et plus durable pour nous et aussi notre entourage. Et je trouve que ce que tu dis est tellement bien, parce que ça renvoie je trouve ça apporte ce message d'espoir que quand on croit que quelque chose se termine, et qu'on a toute notre psyché qui est focalisée sur ce qui se termine, et donc ça engendre un peu ces peurs archaïques, inconscientes, de la perte, de se retrouver seul face au monde hostile, sauvage, etc. C'est des peurs qu'on porte tous dans notre biologie évolutive de l'histoire de l'homme sur Terre. Et que de sortir de la horde, c'est dangereux, mais pourtant c'est absolument nécessaire pour pouvoir se remettre sur on va dire un chemin ou des rails qui sont plus justes pour nous. Et dans ce sens-là, je pense que toutes ces moi je suis très jungienne dans ma vision, je suis persuadée que toutes nos opportunités ou nos expériences un peu malheureuses, nos conflits, nos adversités sont un outil pour faire ça, en réalité. Sont un support. On pourrait presque dire plus un support. Nos relations aussi. Et donc oui, je pense qu'il y a toujours quelque chose de plus aligné qui peut qui peut arriver, pour autant qu'on reste dans cette clarté-là, en fait, et qu'on fasse quand même ce chemin évidemment de conscience de soi qui est absolument nécessaire, oui, je pense, parce que notre système nerveux n'est pas câblé pour notre épanouissement, il est câblé pour notre survie. Ouais. C'est deux programmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et justement, ce que me permet de faire justement l'approche du brain spotting, qui a changé ma pratique, développée par le Dr. Grant aux États-Unis, c'est justement de pouvoir désamorcer ces mécanismes de réactivité basés sur les mémoires traumatiques, les stress qui n'ont pas été régulés dans l'histoire de la personne,
toutes sortes d'épisodes associés à ces stress-là, qui induisent un état enfin toutes sortes d'états symptomatiques en fait, ou simplement des répétitions de schémas vraiment douloureux dans sa vie, que ça soit dans les relations, la relation à soi. Le dialogue qu'on se répète à soi-même au quotidien, je ne mérite pas, je ne suis pas capable, je ne peux pas, etc. Quand on est dans cette impasse en fait, on a ces biais en fait de perception, on croit qu'il n'y a pas d'autre moyen. En réalité, avec les outils d'aujourd'hui, on voit que oui, il y a vraiment possibilité de réengager cette neuroplasticité. Mais pour ça, il faut évidemment aller vers les bonnes, l'approche qui est juste pour soi. Voilà. Tout à fait. Et puis si vous vous trouvez ici, je pense que ça doit résonner pas mal avec l'approche que propose Aude. Donc n'hésitez pas à la contacter. Il y a toutes les infos dans la description. On a parlé aussi dans un épisode du Brainspot. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et puis, qu'est-ce que tu souhaiterais partager en dernier mot pour terminer ces 2 épisodes qui étaient très riches sur l'art de la guerre? Et je pense qu'on aura encore des choses à partager parce que le livre est dense. Et je me posais la question, combien il a de pages d'ailleurs ce livre-là? Il y a beaucoup de chapitres, et surtout que c'est du chinois classique, et le chinois classique c'est un chinois qui est extrêmement condensé. On appelle ça le chinois monosyllabique, et dans le chinois classique, en fait, un caractère peut porter plusieurs significations selon le contexte dans lequel il est, si c'est registre confucéen, légiste, taoïste ou quoi. Et donc, c'est extrêmement concentré, et il y a vraiment beaucoup de traduction, on pourrait dire, de possibilités d'interprétation différentes, d'où le fait que c'est facile aussi on va dire, surinterpréter aussi. Voilà. Mais oui, c'est un manuel passablement riche, très dense en principes, qu'on peut appliquer de façon un peu universelle sur pas mal de plans différents. Et peut-être, j'en ai encore un ou deux que je peux vous laisser avec peut-être une autre citation pour terminer là-dessus. Voilà. Vas-y. Mais que je vais pas commenter. Je vous laisserai réfléchir. Et vous pouvez commenter dans les commentaires ou réagir dessus, n'hésitez pas. Ouais. Ok, on va faire comme ça. Le bon stratège construit d'abord les conditions de la victoire avant d'entrer dans le combat. Celui qui est déjà désorganisé entre d'abord dans la bataille pour espérer ensuite remporter la victoire. Parfait. Et je pense que oui, on développera dans d'autres épisodes, en tout cas tu nous diras si ça te parle, pour continuer sur aider les hyper et les hauts empathes et hauts sensibles à gérer au mieux justement ces sensibilités-là, ces empathies-là, à l'aide de ces concepts de Sun Tzu, parce que c'est vachement intéressant et ça éclaire beaucoup, je trouve. Donc merci d'avoir fait ce lien entre ces 2 univers. Je trouve que c'est très intéressant et à poursuivre et à continuer avec les prochains épisodes que tu vas proposer, Aude. Je te remercie, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et puis à partager cette vidéo à des personnes qui ont peut-être besoin de l'écouter et puis de contacter Aude si vous en avez envie. Et je te dis à très bientôt. Ça marche. Merci beaucoup à toi, Julien. C'était un plaisir et un sacré défi aussi. Bravo encore. Merci, à très bientôt. Ciao.